Bien, merci, merci beaucoup à tous d'être avec nous. On est parti donc pour à peu près une petite heure et demie sur le thème résilience, porter un regard novateur sur la protection des populations. Alors je pense qu'on est en plein dedans avec la neige qui tombe dehors, avec la Seine et tous les autres qui sont en crue, mais aussi avec l'ouragan Irma qui a ravagé les Antilles bien sûr l'année dernière, les tempêtes Carmen et Éléonore qui ont frappé la métropole en janvier, les avalanches aussi, sans parler du risque permanent d'attentats. Voilà pourquoi nous sommes en plein dedans et que c'est intéressant d'en parler. Alors en termes de résilience, eh bien, il y a les nouvelles technologies, Twitter et Facebook notamment, qui offrent des possibilités immenses en termes d'information et de protection des populations. Mais au-delà du vecteur et au-delà du canal, eh bien, ce sont aussi parfois les mentalités de certains décideurs qu'il faut changer. Et c'est peut-être là le plus compliqué. Ça, c'est le général Vernoux qui va nous en parler. Donc effectivement, c'est son combat et le combat de tous nos invités qu'il mène au quotidien, puisque la résilience, c'est leur cheval de bataille. Et ils portent eux aussi un regard novateur sur la protection des populations. Je vais donc vous présenter nos invités dans l'ordre de leur placement. Le général Henri Vernoux, consultant expert et auteur de ce livre « Conduire les opérations communales de sauvegarde », un livre qu'on peut toujours acheter quelque part ? Sur le net, voilà, un livre qu'on peut acheter donc sur le net. À ses côtés, le colonel Roger Barrault, chef de la division Organisation Ressources Humaines de la BSPP, notamment responsable des dispositifs jeunesse qui conduisent à délivrer des formations de secourisme aux collégiens, lycéens et aux jeunes adultes. À ses côtés, Gilles Martin, spécialiste en gestion de crise, management des risques également cofondateur de Visov, qui est un réseau de bénévoles très actif sur les réseaux sociaux en termes d'information et de protection des populations. Il va nous en parler, puisque ça, c'est un regard, pour le coup, novateur et moderne sur la résilience. Et puis, Philippe Testard, responsable du département secourisme à la Croix-Rouge. Et on attend incessamment sous peu, puisqu'elle est bloquée par la neige, Chantal Cutajar, qui en fait est adjointe au maire de la ville de Strasbourg et qui a un cabinet qui est en charge de l'aide aux victimes. Voilà, un cabinet spécifique dans une mairie sur l'aide aux victimes. C'est assez innovant pour en parler. Voilà, donc on va l'attendre et puis elle nous rejoindra en cours de route et on peut déjà applaudir nos invités pour leur présence. Alors, on va commencer par une question un petit peu piquante. Elle est pour vous, Général Vernoux, puisque je sais que je peux compter sur vous pour dire les choses de façon claire, simple et radicale parfois, mais c'est pour ça qu'on vous aime aussi. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui en termes de protection des populations en France ? Malheureusement, beaucoup de choses. Alors que le besoin, il est évident, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. La loi de 2004, elle commence quand même à avoir bientôt 18 ans. Le 14 juillet prochain ou le 15 août prochain. Et l'idée était, à mon avis, bonne au début, c'est-à-dire de dire nos camarades sapeurs-pompiers sont des gens qui savent faire un métier difficile, un métier dangereux, et on les employait avant 2004 dans des opérations pour lesquelles leur expertise, leur compétence n'était pas obligatoire. Et qui plus est, on était dans l'idée encore trop largement répandue aujourd'hui, dormez braves gens, l'État veille sur vous. En 2004, on a commencé la loi en disant le citoyen est le premier acteur de sa propre sécurité et artisan selon ses capacités à la sauvegarde collective. Et donc, nous avons pensé donner la responsabilité de l'orchestration des actions individuelles à l'élu préféré des Français, qui est le maire. Ça, je pense que c'est incontestable. Et il y a des maires qui se sont jetés, mais avec un courage et un dévouement, pour employer un terme bien pompier, dans cette opération. Moi, j'ai vu des choses absolument magnifiques faites par certains élus. Et puis d'autres, 32 400 communes actuellement en France. On en a perdu, non pas qu'on les a rendues à d'autres, mais il y en a qui se sont mis ensemble. Donc on est à 32 400 communes, égale 32 400 maires différents. Il y a ceux qui sont passionnés, et puis alors j'ai eu des réponses absolument ahurissantes, je vais vous en livrer quelques-unes. Si je fais mon plan communal de sauvegarde aujourd'hui à un maire qui avait eu des morts 2 années de suite sur des inondations, on me reprochera de ne pas l'avoir fait hier.
Bon, en 2014, la population lui a reproché de ne pas l'avoir fait du tout, donc il n'a pas été réélu. Un deuxième, j'ai pas besoin de faire un plan communal de sauvegarde, je vais à la messe tous les matins. Bon. Et puis un troisième, ah mais j'ai fait mon PCS, ça m'a coûté assez cher, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait le PCS, il l'avait acheté. Je l'ai mis dans le tiroir. Voilà. Donc à ces gens-là, c'est un peu difficile de leur faire passer la conscience de la sécurité. Alors je sais tout à l'heure que Philippe Testa va vous parler d'une initiative, que je pense, qui me paraît excellente, de passer, parce que moi ça fait 9 ans que je me casse le nez face aux municipalités. Alors il y en a que j'admire, il y en a que j'aide, il y en a que machin, mais il y en a beaucoup, voilà. Et l'idée c'est de passer par la population. Et je pense qu'on peut y arriver, voilà. Alors, colonel Barrot, justement, sur le terrain, vous qui êtes un peu en première ligne en cas de catastrophe naturelle ou à cinétique rapide, qu'est-ce que vous constatez ? On est loin du compte en termes de résilience ? Là où on est loin du compte, alors je m'inscrirais dans un débat qui est peut-être plus centré que celui du général, qui était assez vaste sur les plans communaux de sauvegarde. Pour ce qui m'intéresse, moi, c'est l'action des sapeurs-pompiers, donc celle qui arrive effectivement pour des cinétiques rapides dans les quelques minutes qui suivent un événement. Ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, assez peu de nos concitoyens sont sensibilisés aux gestes qui sauvent, par exemple, ou au secours à victimes, ou plus largement, assez peu sensibilisés à la sécurité. Voilà. Les pays nordiques, vous le savez sans doute, sont très avancés dans le domaine. 80% des gens sont formés à des gestes qui sauvent, si on prend le cas de la Norvège par exemple. Et c'est également le cas dans des pays où ils sont très sensibilisés au secours à victimes, des pays qui connaissent un certain nombre de violences, comme Israël par exemple, qui est souvent amené à avoir des attentats sur son territoire. La menace attentat, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle est également présente dans notre pays. Et malheureusement, on a un petit peu de mal à faire en sorte que les gens soient sensibilisés à ces quelques gestes qui sauvent. Alors nous, on a pris effectivement un certain nombre d'initiatives. Vous le rappeliez tout à l'heure, on a un dispositif jeunesse assez dynamique aujourd'hui. On s'occupe des lycéens, on s'occupe des collégiens tout d'abord, puis ensuite des lycéens, des jeunes sapeurs-pompiers, mais ça c'est assez largement répandu. Ça c'est pour toucher les plus jeunes. On essaye aussi de toucher quelques élus avec des actions plus ponctuelles. On a par exemple l'an dernier formé les conseillers de la ville de Paris, justement dans le domaine du secourisme, ce qui est déjà pas mal. Et puis on essaye d'avoir une action auprès de l'éducation nationale, qui est un autre grand partenaire naturellement auprès des jeunes. Et donc avec ces gens-là, on les a, notamment pour ce qui concerne l'Académie de Créteil, formé tout le personnel soignant et une partie du personnel enseignant pour former des formateurs, de sorte que les bonnes pratiques puissent être partagées. Et puis, vous parliez tout à l'heure des nouvelles technologies. On essaye de développer aussi un certain nombre d'actions, toujours dans le domaine du secours à victimes, mais qui s'étendront à d'autres domaines, notamment celui de la prévention. Un premier partenaire avec une application qui s'appelle Le Bon Samaritain. Je ne sais pas si peut-être vous en avez entendu parler. Je crois qu'ils sont exposants ici sur le salon. L'idée étant de faire en sorte qu'on puisse localiser des gens qui ont des compétences et qui sont près d'un événement. Lorsqu'on le reçoit, par exemple, l'alerte au niveau du CO chez nous, dans le 17e arrondissement à Paris, et qu'on sait qu'il y a une personne qui fait un malaise à un endroit, et bien à ce moment-là, on a un moteur de recherche qui permet d'identifier des secourismes qui se sont inscrits sur l'application Le Bon Samaritain, qui sont identifiés, géolocalisés proches de l'événement et qui peuvent être alertés. Alors là, je parlais d'Israël tout à l'heure. Ça, c'est un principe qui est déjà largement répandu dans ce type de pays. Et si vous vous y rendez, que vous voyez quelqu'un qui fait un malaise dans la rue, vous verrez qu'il y a des gens qui se rendent spontanément avant que les secours arrivent. C'est très important parce que si vous avez... alors il y a peut-être des médecins dans la salle, je parle sous leur contrôle bien entendu, mais quand vous regardez une personne qui est atteinte d'une hémorragie, globalement, ou bien dans des nids de victimes, si on a des attentats, des choses comme ça, statistiquement, ce qu'on regarde, c'est que les gens qui ont une hémorragie meurent dans les
10 premières minutes. C'est-à-dire que les victimes qu'on a perdues, elles meurent à hauteur de 40% dans les 10 premières minutes. 10 premières minutes, on aura du mal, nous, secours, à pouvoir intervenir. Voilà pourquoi il est extrêmement important que les gens qui sont autour d'une victime puissent intervenir rapidement. Voilà. Donc première partie, c'est cette application. Une seconde, c'est effectivement le développement des gestes qui sauvent par le biais d'Internet. Vous le savez sans doute, on a déjà ouvert nos casernes tous les samedis après-midi pour permettre à la population de venir se former. Et puis, on est en train de développer avec une start-up qui s'appelle LifeEase sur Internet des cours de secourisme qui permettront au plus grand nombre de pouvoir se former. Voilà. Quelques innovations qu'on est en train de mettre sur le marché et pour pouvoir améliorer un petit peu la résilience. Pour ce que je viens de vous dire, c'est le Secours High Team. Pour le coup de LifeEase, on étendra ce coup d'essai à d'autres spectres qui sont ceux de la prévention incendie, notamment pour ce qui nous concerne. Alors à la Croix-Rouge, comment est-ce qu'on travaille sur cette thématique-là? Et qu'est-ce que du coup vous avez mis en place que nous a teasé tout à l'heure le général Vernoux? Oui, alors plusieurs choses. D'une part, par rapport à tous les sujets qui ont été évoqués, c'est vrai que le sujet principal, c'est la réduction des risques. Réduction des risques de catastrophe ou réduction des risques de la vie courante. Pour ce faire, on a effectivement un certain nombre de dispositifs déjà existants, puisque dans le PSC1, dans la formule qu'on propose nous, on a rajouté 1 heure déjà depuis une dizaine d'années sur l'initiation à la réduction des risques. Ce n'est pas suffisant, et on le sait. Donc, on a, en partenariat avec d'autres sociétés nationales de Croix-Rouge européennes et financées par la Commission européenne à Bruxelles, on est en train de finaliser un projet qui s'appelle ReCheck, dont vous avez pu avoir, pour ceux qui ont peut-être pu y participer, une démonstration ce matin, et qui est un projet qui vise en fait à aller directement chez les gens, c'est-à-dire à toucher la population, à leur faire toucher du doigt la nécessité de s'organiser dans la famille, de s'organiser dans le voisinage et peut-être même dans la collectivité. Donc l'idée est faire que les gens comprennent qu'il y a des menaces qui les entourent, en tous les cas il y a des risques, et que ces risques-là doivent être considérés afin qu'ils puissent eux-mêmes agir, exactement comme le disait le colonel, avant l'arrivée des secours, puisque les secours d'abord, il y a un volume, en tous les cas un nombre de ressources qui est limité. Donc aujourd'hui, il faut que les gens puissent s'organiser avant qu'on puisse venir simplement leur expliquer ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on le voit relativement bien. En tous les cas, on a pu le voir sur les épisodes d'inondation récemment, où les gens s'organisent dans le voisinage de façon naturelle déjà. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de zéro. On a quand même des gens qui ont naturellement ou spontanément la culture du partage de la problématique catastrophe quand ça survient près de chez eux. Ensuite, sur les premiers secours, moi je pense que les premiers secours font aussi partie de la réduction des risques. Parce que le gros chapeau s'appelle réduction des risques, dedans il y a les premiers secours. Les premiers secours, concrètement, c'est quelque chose qui doit être inscrit dans l'ADN des gens. Encore une fois, je vous cite encore, colonel, excusez-moi, mais 80% de la population formée en Norvège. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément 80% de la population qui va agir s'il rencontre quelque chose, mais en tous les cas, ça potentialise réellement la possibilité d'intervention. Donc, réellement, concrètement, il faut qu'on arrive en France. On estime à 40% les gens qui ont suivi une initiation ou une formation au secourisme au travers du temps. On sait aussi qu'en termes de rétention mnésique, c'est-à-dire ceux dont les gens se souviennent à terme, on serait plutôt orienté aujourd'hui et scientifiquement vers des modules courts avec une itération relative pour qu'on puisse régulièrement revenir et organiser un SAV pour la formation de base. Donc, imaginons que des générations entières soient sensibilisées à partir de la période scolaire. Ensuite, il faudra tout de même faire des piqûres de rappel dans la période professionnelle et même plus tard, puisqu'on propose nous-mêmes des dispositifs à l'attention des personnes âgées. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette mouvance-là. On va entrer dès l'année prochaine sur une opération de formation, en tous les cas une volonté de l'État de vouloir former 80% de la population avant 2022. Donc ça va être un gros challenge. Donc il va falloir pouvoir s'outiller. Alors sur la dématérialisation de la formation, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a à peu près un smartphone. Donc ça veut dire qu'on peut facilement obtenir de l'information. Après, effectivement, ça coûte un peu cher peut-être. Mais en tous les cas, il faut créer des scénarios. Il faut pouvoir faire
peut-être aussi amener des éléments de réalité virtuelle. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire à partir de ça, afin de préparer mieux, de sensibiliser mieux et de faire que les gens ne se sentent pas démunis ou se demandent pas quel algorithme il faut mettre en place quand ils rentrent dans une situation. Voilà. Alors, Gilles Martin, quand le Visov est né, c'est forcément parce que la prévention et la formation des populations, c'était pas forcément le top. Donc, il a fallu un outil, vous l'avez développé. Donc, vous pouvez revenir un petit peu sur la façon dont Visov est né et puis ce qu'il fait aujourd'hui ? Alors, Visov. Le principal différence par rapport à ce qu'on a attendu, c'est on se positionne sur le fait que la population n'est pas la principale cause au problème, c'est la principale solution, tout simplement. Visov, c'est quoi? C'est l'émergence en 2012, c'est l'historique du cyclone Sandy à New York. C'est tous dans notre quotidien le constat qu'il y a une masse d'informations énormissime qui passe sur les médias sociaux, parce que le citoyen, il n'est pas si passif que ça sur l'événement. C'est un citoyen capteur qui remonte une masse d'informations importante. On l'a vu pendant les attentats avec beaucoup de photos, beaucoup de... Voilà. Ça. Après, il y a aussi la question de recouper les bonnes infos, mais on y viendra un petit peu plus tard. Pour un ordre d'idée, il y a 72 heures de vidéos qui sont déposées chaque minute sur YouTube. Voilà. Sandy, c'est 37 millions de tweets. Et il y a déjà, Sandy, c'était en 2012, donc on peut au moins le majorer de 40%. Et donc derrière, il y avait toute cette masse d'informations à venir capter, à venir synthétiser, analyser et en faire une réelle aide à la décision pour les institutionnels, les gestionnaires de crise. Ça, c'est le postulat de base de Visov, qui a été complété par le fait qu'on pouvait amener aussi un complément d'information de sécurité civile, parce qu'en 2012, les préfectures, les institutionnels communiquaient avec des PDF Police 8 sur les médias sociaux et que l'impact sur la population était proche de zéro. Et de dire, tiens, nous, on peut se positionner, on a la connaissance des us et coutumes, on a les codes et on peut transformer le message et en faire quelque chose de beaucoup plus percutant. Voilà un peu les deux spectres, la partie crowdsourcing où on va collecter de l'info et la partie où on prend l'info brute donnée par les institutionnels et on va la mettre au format ou au code médias sociaux. Oui, c'est ça, parce que du coup, moi, je vous suis sur Twitter, autant qu'en ce moment, vous avez retweeté et fait beaucoup de messages par rapport à la neige et au verglas. Donc, est-ce que finalement, vous vous substituez à certaines corporations ou est-ce que vous vous inscrivez aussi dans leur mouvance et est-ce que ces corporations-là vous ont bien accueilli également? Alors, quand je parle de ça, j'aime bien, j'ai une slide avec les 2 pouces de Facebook, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, pour dire un pouce de ce qu'on est. Donc, on est complètement un mouvement citoyen pour les citoyens. Tout à fait, pour amener un complément d'information, plus d'informations. Et on n'est sûrement pas un moyen pour pallier une carence de l'État. Donc la vocation finale de Visov, c'est que Visov n'existe plus parce qu'à terme, préfecture, État, institutionnels vont s'emparer de la problématique et vont s'acculturer et eux-mêmes vont pouvoir discuter librement avec leurs concitoyens. Et nous, on partira sur la pointe des pieds vers d'autres sphères. Mais d'ailleurs, à la BSPP, vous avez été très actif sur les réseaux sociaux également, notamment sur la crue. J'ai suivi ça aussi grâce à Visov qui a retweeté pas mal de choses de chez vous. Donc les réseaux sociaux, c'est un vrai tournant là aujourd'hui pour vous également. Alors nous, c'est un tournant, oui, on a aujourd'hui complètement intégré les réseaux sociaux. D'une part pour communiquer auprès des populations, c'est ce que fait Visov. Donc nous, on a un site institutionnel. On relaie une partie de nos informations sont relayées également sur la préfecture de police de Paris, qui est le chapeau N+1, je dirais, pour nous. Donc, effectivement, c'est un moyen simple et efficace de pouvoir faire passer des informations auprès des populations. Et puis, on l'a intégré également en termes de remontée d'informations, puisque dans notre centre opérationnel, lorsqu'on est amené à conduire des opérations, qu'elle soit de cinétique lente, vous évoquiez la crue par exemple, ou bien même à cinétique rapide, ce sont effectivement des médias qui arrivent à nous faire remonter de l'information, des informations photos, vous l'évoquiez, des informations vidéo, si tant est que ce soit un endroit qui ne soit pas couvert par une caméra qui soit accessible par nos services. Donc ce sont des éléments qui nous remontent d'informations. Donc ça nous sert d'une part
à communiquer vis-à-vis des populations, messages de prudence, de prévention, et d'autre part, dans la conduite des opérations, des remontées d'informations, un élément qui nous permet de faire remonter des informations et qui confirme ou infirme d'autres informations, enfin d'autres éléments qu'on pourrait avoir par d'autres capteurs par ailleurs. Alors du coup, concrètement, c'est un véritable service que vous avez mis en place. Il y a combien de personnes qui travaillent aujourd'hui sur les réseaux sociaux Alors de très longtemps. Enfin moi, je suis arrivé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 1997, ça ne nous rajeunit pas, vous voyez. Il y avait déjà un bureau communication. Alors évidemment, en 1997, le bureau communication n'avait pas Twitter, je ne vous le cache pas. Hein. Il est arrivé un petit peu plus tard. Mais effectivement, que ce soit Twitter, Facebook, on communique énormément avec ces deux médias et on les scrute assez régulièrement. Donc c'est quelque chose qu'on utilise également dans le domaine du recrutement. Alors c'est un autre sujet évidemment, mais pour pouvoir communiquer auprès de la jeunesse notamment. Alors Général Vernou, les réseaux sociaux, ça c'est un regard novateur porté sur la résilience, mais est-ce que ça suffit du coup? C'est incontournable et ceux qui n'en tiennent pas compte se plantent obligatoirement. Maintenant les services l'ont pris. Permettez-moi de dire qu'on aura Visov encore très longtemps, même si votre souhait, cher ami, c'est que ça disparaisse, parce que je me souviens de Coluche qui avait créé les Restos du Cœur pour pas que ça dure. C'est juste pour qu'on ne se rende pas indispensable. Oui, mais voilà, mais malheureusement, les gens qui ne veulent pas être indispensables le deviennent rapidement, mais c'est pas de leur faute. Voilà. Oui. Et donc les réseaux sociaux, c'est incontournable. Ensuite, il faut faire le tri dedans. Je ne remarque pas, mais là, c'est plutôt eux qui pourraient le dire, s'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont transmises au moment d'une catastrophe comme ça, mais il doit y en avoir parce qu'il y a toujours des plaisantins qui le font. Mais ça se prépare, c'est comme tout. Une mairie qui rentre sur les réseaux sociaux le jour de la catastrophe, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Si tout n'est pas prêt à l'avance, s'ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux avant, personne n'ira les voir parce qu'on ne sait même pas où ils habitent. Donc voilà. Donc comme toute la sauvegarde des populations, il faut une préparation en amont. Et alors après, il y a une autre composante, c'est que Twitter, les réseaux sociaux, ça marche bien dans les grandes villes, ça marche bien voilà, où il y a des jeunes, mais dans les campagnes, comment est-ce qu'on va expliquer à un maire qui a déjà du mal à avoir la DSL rapide qu'il faut qu'il se mette sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram pour communiquer avec ses populations? Donc là, on a affaire à des gens qui ne sont pas sur le même rythme que nous autres citadins. Je pense qu'il ne faut pas céder au fétichisme technologique. Le fétichisme technologique, c'est il faut être sur Facebook, Twitter, chez une commune de plus de 10 000 habitants. Non, il faut être avec les canaux de communication qu'utilise sa population. Visov avait essayé au tout début à travailler en Corse. Twitter en Corse, l'hiver, il n'y a pas de population qui est dessus, qui anime, ils sont plus ailleurs, sur du Facebook ou autre. Donc on s'adapte. Si on veut parler à du 15-25 ans, on va être sur du Snapchat, etc. etc. Donc il n'y a pas de... Voilà, il y a pas là, pareil, pardon, je vous coupe, mais pour Snapchat, alors là, c'est encore plus lunaire. J'imagine un maire de campagne, je vous donne un exemple personnel, ma grand-mère qui a 86 ans est première adjointe au maire dans une commune de 300 habitants, dans le Bordelais. Je peux vous dire que Snapchat, elle ne sait absolument pas ce que c'est. Même le maire qui a 20 ou 25 ans de moins n'a pas du tout l'idée de ce que c'est. Donc c'est un peu compliqué, ça, du coup. C'est pas compliqué, c'est si on va plus loin... Chantal Cutajar, pardon, qui vient de nous... Bonjour. C'est un changement de paradigme complet. C'est-à-dire, il ne faut pas remplacer un dogme par un autre dogme. On était sur le dogme de l'État tout-puissant, jacobin, etc., qui était là pour répondre à tous les besoins. Et on ne va pas le remplacer par le dogme des médias sociaux où tout sera résolu. Il faut arriver à changer tout ça et être à l'écoute. Il se dit, si le village très rural communique par un blog, parce qu'ils ont leur blog de la map ou de la ruche, parce que c'est des locavores, c'est peut-être le bon moyen de communication pour faire passer des messages de prévention. Et soyons pas dogmatiques et soyons... Voilà. Alors, Chantal Cutajar, bienvenue. Donc, nous étions sur les réseaux sociaux. On a fait déjà un petit point sur ce qui allait, ce qui n'allait pas aujourd'hui dans la résilience des populations. On va vous donner la parole tout de suite. Vous êtes donc à la mairie de Strasbourg et vous avez en charge un cabinet spécialisé sur l'aide aux victimes. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous en parler.
tout d'abord, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Le train de Strasbourg a eu du retard. Voilà la cause de mon retard. Mettez bien le micro devant votre voix. Voilà, super. Je suis Chantal Cutager, je suis adjointe au maire de Strasbourg en charge de l'aide aux victimes en cas d'attentat ou d'accident collectif. Donc je crois que c'est une des rares, si ce n'est la seule peut-être, municipalité qui s'est dotée d'une délégation spécifique à ces questions. Nous avons, si vous voulez, l'idée du maire de Strasbourg de prévoir cette délégation est apparue au lendemain des attentats de Paris et de Bruxelles. Et le concept de résilience, qui est le thème de votre table ronde, est vraiment le maître mot de l'action que nous souhaitons entamer. Strasbourg est une ville surexposée au risque d'attentats. Nous avons également des zones de risque technologique. Voilà, donc c'est une ville exposée à ce risque. Et il nous a semblé absolument indispensable de se mettre dans la situation où le risque se réalise, de manière justement à favoriser cette résilience qui est absolument le point essentiel pour que, au lendemain du pire, eh bien, on ne se retrouve pas sans dessus-dessous et que nous sachions ensemble où aller. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Eh bien, nous avons mis en place des formations aux gestes qui sauvent. Nous avons, depuis 2016, formé plus de 1200 personnes. Ensuite, nous avons créé une réserve citoyenne de référents citoyens que nous avons formé avec Paris Aide aux Victimes, avec France Victimes maintenant, des juristes et des psychologues que nous avons formés spécialement pour venir en aide aux associations d'aide aux victimes qui seraient mandatées en cas d'attentat ou en cas d'accident collectif. Voilà, donc cette action, l'objectif, c'est vraiment, si quelque chose devait arriver, que les citoyens savent quoi faire, comment le faire. Et au-delà de ça, nous avons également entamé avec la préfecture une démarche très proactive, puisque nous avons passé une convention pour mettre à disposition le centre d'accueil des familles, qui fait partie du dispositif qui doit être mis en place en cas d'accident collectif ou en cas d'attentat. Et là, nous sommes en train de contractualiser cette fois-ci avec le procureur général de la Cour d'appel pour l'espace, pour la mise à disposition d'un espace d'accueil et d'information des victimes, qui est l'espace qui s'ouvre dès lors que le centre d'accueil des familles est fermé. Bon, ça vous fait rêver les uns les autres d'avoir comme ça un cabinet spécialiste de l'aide aux victimes. C'est pas toutes les villes qui en ont un, donc ça c'est un regard novateur du coup. Voilà, c'est ce que je vous disais. Tout à l'heure, on regardait le verre à moitié vide. Heureusement qu'il est en même temps à moitié plein et qu'il y a des gens qui ont des bonnes innovations. Celle-là mérite d'être saluée. J'espère qu'elle est partagée. Quand vous avez dit que vous êtes la seule, j'espère que vous n'êtes pas la seule. Je disais que sans doute, à l'échelle des municipalités, je pense qu'il y a une peur des élus quand même à aborder de front ces problèmes. Et nous pensons que cette peur, elle doit être dépassée. Et très bien. Voilà, c'est absolument indispensable. Oui, non, mais j'espère que vous allez être imité si vous ne l'êtes pas déjà encore. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous disiez que vous faisiez un petit peu de lobbying auprès de l'Association des maires de France. Ils vous regardent comment, du coup, avec des grands yeux ronds, où ils disent dites-moi un petit peu plus, je veux faire la même chose, parce que je suppose que ça coûte un peu de sous quand même de mettre ça en place. Alors oui, ça c'est le problème, parce que le modèle économique qui va venir quand même à l'appui de ce dispositif, on ne l'a pas encore trouvé. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est sur nos propres deniers. Non, je pense qu'il y a une réelle demande des élus de solutions. On se rend bien compte que la solution ne peut plus venir exclusivement de l'État et que ce sont des politiques qui doivent être co-construites avec les citoyens, avec la formation aux gestes qui sauvent. Nous avons contractualisé avec les pompiers, avec le SDIS, avec, je vois parce que, avec la Croix-Rouge. Vous voyez, c'est vraiment créer une espèce de solidarité. Voilà, c'est ça qui va motiver tout ça. Et je pense que pour que les autres maires s'inscrivent dans ce dispositif, eh bien, il suffit simplement de leur dire
n'ayons pas peur et construisons. Voilà, ça n'est pas en parlant des choses, en organisant les choses qu'on les fait arriver. Ça, après, il faut avoir cette conviction-là. Vous voulez dire quelque chose peut-être, Gilles Martin, non? C'était sur l'aspect innovation, c'est un mot une phrase que j'entends souvent revenir. Il n'y a plus de verrou technologique si on souhaite aller plus loin, si on souhaite aller communiquer avec les gens. Je pense que dans la salle, tout le monde est équipé de téléphone. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas de smartphone? Non, vous voyez. Donc on a 100% de la population qu'on peut solliciter, qu'on peut venir capter et interagir avec. Donc bien sûr, le champ des possibles nous est ouvert et ne mettons pas le volet technologique comme étant le coupable de tout. Philippe Testa, à la Croix-Rouge, du coup, on revient un petit peu sur le volet numérique, du coup. Vous avez pris le tournant également, Twitter, Facebook, cette communication de masse via les réseaux sociaux? Alors, on a des pages Facebook, oui, qui sont alimentées assez régulièrement. Par contre, on a développé dans le Val-de-Marne, puisque pour l'instant, c'est dans un seul département, on est en train de finaliser l'évaluation pilote, un système qui s'appelle Connect, qui est mis à disposition de la préfecture du Val-de-Marne, qui en fait relaie les informations que la Croix-Rouge rediffuse ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, c'est un peu une lutte contre les fake news, simplement pour qu'on puisse donner les bonnes informations. C'est un vrai travail et un vrai défi pour tout le monde, pour tous les acteurs du secours, les fake news. Donc ça veut dire qu'il y a ce rôle-là. Il y a aussi l'idée de créer une plateforme multimode, c'est-à-dire de pouvoir proposer de la formation, de l'information, etc. Là aussi, je ne vous en dis pas trop parce c'est dans les cartons et on est en train d'y réfléchir. En tous les cas, ce qui est vrai dans le domaine de la prévention, en ce qui nous concerne, la réduction des risques, c'est qu'il faut qu'on passe réellement au XXIe siècle. Et y compris, je le disais tout à l'heure, dans les formations au secourisme. Le PSC1 est posé comme dogme. Je pense que tout de même que, compte tenu de ce qu'on sait de la rétention amnésique, où au bout de 6 mois, les gens ont beaucoup de mal à se souvenir des algorithmes qu'on leur a en tous les cas transmis. Il faut qu'on puisse aujourd'hui, alors pas demain, mais au travers du temps, peut-être dans 3, 4, 5 ans, proposer des produits, des dispositifs qui allient la formation à distance avec un peu de présentiel, mais qui permettent réellement aux gens de revenir de temps en temps, 1h30, 2 heures, pour qu'on leur rappelle des choses et entretenir leur connaissance pour qu'on soit sûr qu'ensuite, lorsqu'ils vont rencontrer une situation, ils puissent agir en conséquence. Et c'est vraiment l'entrée par les situations qui fera qu'on va réellement développer des compétences durables. Voilà. Gilles Martin, vous disiez non tout à l'heure quand je disais que la lutte contre les fake news, notamment en termes de prévention et de résilience, c'était un peu un défi. C'est le sujet habituel quand on parle de médias sociaux. On associe médias sociaux égale rumeur, fake news. J'ai parlé sous le contrôle du colonel, mais depuis la nuit des temps que les sapeurs-pompiers répondent au téléphone, il y a un appel sur 5 qui génère pas une demande de secours. Et pourtant, ils répondent toujours au téléphone. Je ne suis pas persuadé que sur les médias sociaux, le taux de 20% ou de 22% soit supérieur. La dernière grosse rumeur, la mort de Martin Bouygues, elle a quand même été annoncée par l'AFP. Voilà, donc les médias sociaux sont des catalyseurs d'information, ils vont concentrer tout ça. Mais si vous suivez les chaînes d'information continue, regardez, je pense qu'ils sont plus à l'origine des rumeurs ou fake news que les malheureux médias sociaux qui font que les reprendre. Allez-y. Oui, alors pour ce qui nous concerne, évidemment, quand vous regardez les Twitter... Alors peut-être je reviendrai juste sur un point. Effectivement, vous évoquiez tout à l'heure l'antagonisme qu'il pourrait y avoir entre effectivement des moyens modernes de communication et puis des campagnes qui pourraient être un petit peu plus loin. Alors, je pense déjà que dans les campagnes, alors nous on est assez peu touchés, sapeurs-pompiers de Paris, bon, les campagnes pour nous c'est un petit peu plus loin, mais quand même, venant moi-même de province, les campagnes sont quand même assez connectées également. Et je crois que 98% du territoire aujourd'hui est couvert par la 4G, ce qui est assez suffisant pour faire passer ce genre de choses. Ça, c'est la première. Mais effectivement, on peut avoir des populations un peu plus anciennes. Et là, dans les campagnes comme en ville, c'est la même difficulté. Comment pouvoir toucher ces gens-là? Ces gens-là, on les touche avec des moyens traditionnels. Donc les moyens, les médias, les réseaux sociaux, et puis ces médias un petit peu nouveaux d'aujourd'hui, sont connectés sur des populations qui sont assez ciblées. Et donc nos spécialistes des médias sociaux, j'en suis pas un, je m'en excuse, mais nos spécialistes des médias sociaux savent très bien que quand on va s'adresser à des 30-45 ans, c'est plutôt un tel, et puis quand on va s'adresser à des moins de 18 ans, c'est plutôt celui-ci. Donc tout ça est assez complémentaire en fait. Effectivement, il ne faut pas avoir peur des fake news. De toute façon, les gens les regardent.
Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est peut-être de recouper l'information. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Et puis, les informations qu'on donne sur ce type de médias sociaux, ils sont assez factuels. Et en général, ce qu'on met dessus, on l'a vérifié, c'est assez sûr. Donc, regardez plutôt les sites institutionnels et puis recoupez si jamais vous avez un doute. Voilà. Chantal Cutajar, j'aimerais revenir un peu sur votre organisation précise au quotidien. Vous êtes combien dans votre cabinet? Ça vous prend combien de temps? Avec qui vous travaillez? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu. Moi, je suis adjointe au maire, je n'ai pas de cabinet. Hein. Enfin, quand je parle, vous parlez de l'administration, comment on est charge, organisé, voilà, comment vous êtes organisé dans votre charge. Oui, alors vous imaginez bien que ça n'était pas prévu et que donc... voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que tout le monde sait bien que en termes de moyens et surtout de moyens humains, nous sommes contraints. Les collectivités territoriales baissent des... Voilà. Donc, nous fonctionnons pour l'instant avec, on va dire, un ETP, un emploi à temps plein. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le dispositif qu'on a mis en place pour former aux gestes qui sauvent, rien que ce dispositif-là nécessite de faire l'inventaire parce que nous avons voulu décentraliser. Au début, on a tout organisé au centre administratif à Strasbourg. Et puis, on s'est dit qu'il fallait aller dans les quartiers pour pouvoir toucher tout le monde. Et là, ça commence vraiment à devenir extrêmement compliqué. Et dans la mesure où on ne peut pas consolider le dispositif, alors on va l'externaliser. Et donc, ce sont les associations qui font les formations qui vont les prendre en charge. Je pense qu'il faut vraiment arriver à penser le dispositif et à mettre des chiffres en face d'une politique, d'une nouvelle politique, malheureusement, locale, mais qu'il faut doter de moyens. Alors, on y arrive petit à petit, mais je ne peux pas, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas encore trouvé le modèle économique. Mais je réfléchis quand même à une solution. J'imaginais, parce que j'ai rencontré l'association des commerçants, ils seraient volontaires de participer à un fonds de dotation. Voilà, donc on est en train de creuser ce dispositif, parce que le fonds de dotation, c'est quelque chose qui, sur le plan fiscal, peut intéresser des donateurs. Voilà, pour essayer de mettre tous ces bénévoles, parce qu'on se rend compte aussi, j'ai en charge la démocratie locale, on se rend compte que beaucoup de nos concitoyens sont prêts à s'investir dans des tâches d'intérêt commun. Et il y a quelque chose à penser, alors nous y arrivons petit à petit. Général Vernoux, vous qui connaissez bien les élus pour avoir travaillé avec eux de très près pendant de longues années, est-ce que vous sentez les mairies prêtes à se lancer dans une aventure comme celle-ci? Alors certaines, oui. Mais alors certaines, ce seraient qui, les plus grandes, les plus riches? Ah non. Alors là, non, c'est vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, 32 400 communes, 32 400 maires et 32 400 comportements différents. Et heureusement, hein, sinon on ne serait plus en démocratie. Et au moins, on n'aurait plus la diversité française. Et donc, non, alors là, j'ai vu des grandes communes que je ne citerai pas. Si, allez-y, vous pouvez les citer. Par exemple, Nice, que je connais bien puisque j'habite pas très loin. Comme ça évite de dire que je connais moins bien Strasbourg, où j'ai habité quand même 6 ans. Mais des grandes communes comme ça qui ont un système, alors eux, ils ont mis la technologie au service du citoyen de façon approfondie et beaucoup de précautions de la sauvegarde des populations. Et puis une petite ville comme Champs-sur-Drac, 350 habitants, où la réserve communale, c'est quasiment 350 personnes, quoi. Voilà, donc là, le maire est arrivé à faire comprendre aux citoyens qu'ils étaient tous participants à la réserve communale. Et quand j'y suis allé, ils étaient tous en orange, quoi. Ça faisait un peu bizarre à voir, parce qu'ils avaient chacun leur t-shirt de la réserve communale. Et donc, vous voyez, vous avez vraiment les deux. Et puis, vous avez surtout les villes qui sont confrontées au danger permanent. Tout à l'heure, madame l'a très bien dit, Strasbourg, ville phare contre les attentats pour des raisons politiques, historiques, religieuses et autres.
ville riche par sa population, ses commerces, etc. Donc ça attire des convoitises, ça attire les attentats. Ville européenne aussi. Ville européenne européenne, avec les oui, j'avais institutions. oublié, excusez-moi, j'avais oublié ce volet-là. Mais, et puis, en même temps, ville à côté d'un fleuve, qui n'est pas un fleuve si tendre que ça, même si on le maîtrise pas trop mal actuellement, des dangers technologiques. Et puis, vous avez les villes cévenols. Dans les villes cévenols, je vais vous dire qu'ils sont prêts. Oui, en gros, les mairies, enfin les communes qui sont régulièrement confrontées à des événements à cinétique rapide, par exemple, le Sud, Biot, Valoris, qui ont eu les événements 2014, je crois, ou 2015, je ne sais plus, et les événements, enfin tout ce qui est Cévenol, etc., sont en première ligne, mais parce qu'elles le subissent. Donc ceux qui ne subissent pas ne font rien. Alors, c'est pas vrai. J'en connais qui n'ont aucun risque, mais qui sont prêts. Alors il y a vraiment une disparité incroyable en termes de territoire. Tout à fait extraordinaire. Et alors dans les villes, je ne relèverai pas celles que vous avez citées, qui étaient prêtes, mais ils avaient oublié de prévenir la population. Et là, c'est le danger que tout le monde a dit. C'est bien de se préparer en haut, mais si on ne prépare pas en bas, ça ne sert à rien. Gilles Martin. Ouais, je suis obligé de temporer un petit peu le tableau idyllique que vient de nous faire le général. 3 octobre 2015, vigilance orange dans le département des Alpes-Maritimes. On a 30 minutes d'avance pour savoir qu'il y a un scénario dimensionnant qui va arriver sur les communes de Villeneuve-Loubet et de Cannes. On n'a aucun moyen pour alerter la population. Il n'y a pas de moyen en France pour alerter la population massivement. On parlera des sirènes peut-être. 12 heures après, on a appelé le préfet pour lui dire qu'il y avait 20 morts. Voilà. Non, c'est pas... le tableau n'est pas si idyllique. Sinon, on ne ferait pas carton plein... avec des morts tous les ans sur les événements de Cévenol dans le sud de la France. Je n'avais pas l'impression d'avoir été idyllique, mais... Alors voilà, je buvais trop bien vos paroles. Je vous ai dit, on a oublié de prévenir la population, donc... Alors, oui, non, mais je voulais dire, en termes de prévention cette fois-ci, mais qui n'est pas ma délégation, nous avons tout le dispositif dans le plan communal de sauvegarde, et il me semble qu'il est obligatoire, ce dispositif. Le dispositif d'alerte ? Ah oui, ouais. Enfin, oui, mais est-ce que tout ce qui est obligatoire est réalisé ? Oui. Nous sommes français après tout. Non, mais alors, je vais vous dire là, c'est un suicide politique. Hein. Si un maire n'a pas de plan communal de sauvegarde et s'il arrive quelque chose... Qu'est-ce qui lui arrive ? Il n'est pas réélu, voilà. Non, mais il a une responsabilité, outre la responsabilité politique, il a une responsabilité morale quand même. D'ailleurs, on en avait parlé de ça, je crois que c'était avec vous. Il y a certains maires qui refusent de mettre en place des plans parce qu'ils ont peur ensuite de ne pas être réélus, parce qu'ils auront mis un peu trop le bon dans l'histoire. Et donc ils se disent, je préfère ne rien faire et être élu plutôt que de mettre en place tout un truc et de risquer de ne pas l'être. Ça aussi, c'est une réalité. Alors moi, j'aimerais comprendre le lien entre mettre en place un dispositif et ne pas être élu et l'inverse. Ben si, parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes sur une ville touristique et que vous commencez à sortir, je suis contre ce que je suis en train de dire, voilà, que vous commencez à sortir votre DICRIM, votre plan communal de sauvegarde, à mettre un dispositif, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire à des gens qui veulent venir passer leurs vacances et dépenser de l'argent, qu'ils vont vivre en danger. Donc ils vont aller dans la ville où rien n'est prêt, parce que là, on dit qu'il n'y a pas de danger. Alors, je vous suis complètement, et c'est la raison pour laquelle nous ne communiquons pas sur ce que nous faisons. Nous n'avons aucune campagne de communication et c'est volontaire. Non, c'est volontaire parce qu'effectivement, c'est difficile de lutter contre ça. Imaginez demain, on convoque des conférences de presse, on commence à dire qu'on se prépare, etc. C'est anxiogène. C'est anxiogène, mais il n'empêche qu'on doit le faire. Oui, mais madame, c'est ça l'avantage dans les villes cévenols, dans les villes méditerranéennes avec les feux de forêt et tout ça, c'est que tous les ans on se prend un feu de forêt. Donc le maire qui dirait je me prépare pas contre les feux de forêt ou je me prépare pas contre l'inondation cévenole, il ne serait pas réélu et la population ne serait pas heureuse. Par contre, de dire aux gens, vous vivez, c'est quand même l'objet du DICRIM, loi de 1997. 1700 peut-être 1700, aussi. Ça fait long. Ouais, mais il y a dû y en avoir une en 1700 parce qu'ils n'étaient pas trop mauvais à l'époque. Et donc, en 1997, on a dit le citoyen a le droit d'être informé. On n'a pas dit vous avez le devoir d'informer le citoyen, on a dit le citoyen a le droit d'être informé. Donc les municipalités qui ne donnent pas l'information
aux citoyens ne respecte pas un droit essentiel du citoyen. Alors, excusez-moi, je me suis mal expliquée. J'ai dit qu'on ne faisait pas de campagne de communication médiatique autour du travail que nous faisons, aussi bien en matière de prévention qu'en matière de répression. Mais nous avons le DICRIM, nous avons le plan communal de sauvegarde et nous avons les moyens d'informer la population en temps réel. Voilà, c'est deux choses différentes. Je disais simplement qu'on ne faisait pas de com, entre guillemets, autour voilà, des actions que nous menons. Par exemple, nous mettons à disposition le centre d'accueil des familles. On ne va pas dire maintenant à tous les Strasbourgeois, s'il y a un attentat, le centre d'accueil des familles sera à tel endroit. Alors comment le sauront-ils le jour de l'attentat ? Ils le sauront parce qu'il y a le DICRIM et le plan de sauvegarde communal. Et avec la préfecture, il y a un dispositif qui permettra d'informer immédiatement où il sera. Il vaut mieux pas trop leur dire avant. Mais non, écoutez, en plus, il y a le risque de surattentat. Enfin, on ne va pas dire où est le centre d'accueil des familles. D'accord. Parce que vous croyez que les gens qui vont faire le surattentat ne savent pas où il est ? N'ayez pas peur, eux, ils le savent depuis longtemps. Mais, alors, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Moi, je vais vous donner l'exemple de la ville de Toulouse. Ouais. Il est marqué en permanence sur tous les panneaux, sur tous les feux de forêt, sur tous les feux de route, il y a l'endroit où est le centre de rassemblement le plus proche. C'est en permanence. Oui. Vous allez à Fézin. Alors Fézin, ils ont eu une catastrophe il y a 40 ans, ils s'en sont toujours pas remis. Eh bien, à la sortie de chaque maison, il y a la flèche pour dire où est le centre de rassemblement. Voilà. Je veux dire, si à Fézin, ils ne savent pas qu'ils vivent en danger, H24 sur H24, eh ben, pour qu'on précise bien, c'est où Fézin et qu'est-ce qui s'y est passé pour ceux qui ne connaissent pas? Fézin, c'est au sud de Lyon. C'est les gens qui prennent l'A7. S'ils ont les fenêtres ouvertes, ils savent qu'ils sont à Fézin parce que ça pue. C'est les grandes usines chimiques de la fin du couloir de la chimie. Et il y a 40 ans, il y a eu une explosion qui est allée jusqu'à la ville de Vienne en France, pas la ville de Vienne en Autriche, mais qui est quand même à 40 km. Il y a eu des dégâts jusque-là. Et la ville de Fézin a été avec beaucoup de morts à l'époque. Alors, tout à l'heure, on parlait. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, alors dans le débat, je laisserai les gens. Enfin, il y a deux débats. Il y a un premier débat qui, effectivement, j'habite à proximité d'une industrie qui, visiblement, est dangereuse. Alors, je dois, effectivement, prévenir les populations qu'il y a un danger. Quel est le danger et quelle est la conduite à tenir en cas d'événement. Alors, effectivement, il faut qu'il y ait une instruction assez précise pour que les gens puissent, effectivement, s'y diriger. Je rejoins néanmoins ce que disait Madame, c'est-à-dire que dans le cas si on parle d'attentat, on ne sait pas où il y aura lieu l'attentat, c'est bien le problème. Et donc, souvent, le point de rassemblement des victimes, il est au moins dans un premier temps choisi dans un endroit qui est assez proche, en sécurité, et qui n'est pas forcément déterminé. Voilà, ça c'est pour le regroupement des victimes. Ensuite, pour pouvoir faire venir les familles, mais ça c'est un deuxième temps, à ce moment-là, oui, c'est très clair. À Paris, ça fait aucun mystère. Tout le monde sait que les familles vont ensuite être accueillies et se rendre à l'école militaire. Voilà. Et c'est là que ça s'est passé d'ailleurs quand il y a eu l'attentat. Donc, on a quand même deux temps. Le temps de l'urgence et puis effectivement le temps plus long de celui où effectivement on va accueillir les familles. Voilà, deux temps différents. Et non, mais c'est pas les familles des victimes. Là, ça a été les familles des victimes. Oui, mais c'est pas de cela dont on parle. Non. Moi, je parlais du centre d'accueil des familles. Vous avez un attentat. Immédiatement, en 4 heures, on s'est engagé à armer le lieu qui va... alors, le centre d'accueil des familles reçoit la police judiciaire, l'identité judiciaire, et les familles viennent là pour faire les prélèvements, pour pouvoir identifier les victimes. Bon, et il y a également, après, toutes celles et ceux qui pourraient avoir besoin... parce que dans l'événement, ils ont perdu leurs clés et qu'ils ne savent pas où aller. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le centre d'accueil des familles. Mais c'est à l'instant T, 4 heures. Nous, on s'est engagé sur 4 heures. Ce lieu fonctionne une quinzaine de jours. Et après, il y a le centre d'accueil et d'information des victimes, qui est encore un autre lieu. Vous voyez ? Oui, mais moi, ce dont vous parlez, c'est comment est-ce qu'on peut se... Ah oui, mais c'est autre chose. Ben oui. Alors, mais on est bien d'accord. Donc, on dit la même chose. Et là, sur ce problème-là, on est évidemment parfaitement d'accord. Et évidemment qu'à Strasbourg, les informations sont connues si jamais il y a le port au pétrole qui se met à flamber ou s'il y a un problème d'ordre technologique. C'est encore un autre dispositif. Voilà, mais moi, je vais vous parler dans l'urgence. Il faut évacuer la ville de Strasbourg. Où est-ce qu'on l'évacue ?
Voilà, et j'espère que les plans sont prévus, que le Absolument. fléchage est en vue, etc., et que la Vous population... pouvez tous venir à Strasbourg, il n'y a aucun le problème, sait. on est Non, mais prêts. puis c'est une très belle ville en plus. Tout à l'heure, vous parliez des sirènes à juste titre et je voulais vous en parler parce qu'il y a le sénateur de la Sarthe, Jean-Pierre Vogel, qui aurait envie de les supprimer. C'est pas exactement ça qu'il a dit. Je grossis un peu pour vous lancer dessus. Voilà. Il avait envie de les supprimer pour mettre autre chose à la place. Donc, est-ce que vous en avez entendu parler? Manifestement, oui. Alors, Il a fait un rapport sénatorial d'évaluation du dispositif SAIP, système d'alerte et d'information des populations, qui ne se limite pas à l'application qu'on connaît tous, qui est un dispositif beaucoup plus vaste, qui date depuis 2009, qui était à l'origine un dispositif très ambitieux, utilisant toutes les technologies actuelles pour pouvoir alerter et informer, qui sont deux choses qui se rapprochent de plus en plus maintenant, alors qu'avant il y avait une dichotomie, et alors que maintenant avec la révolution numérique, les choses sont liées. Et ce projet ambitieux a été budgétisé avec 3 lois de finances, avec un budget qui a fondu comme neige au soleil, et quand il a fallu statuer sur quelle était l'innovation technologique de manière à alerter efficacement la population en 2020, on va dire, ils ont fait le choix d'utiliser les sirènes datant de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre du RNA, la rénovation. Voilà. Donc il a été très caustique sur ce système-là et il a dit que ce n'était pas forcément le plus adapté et qu'il y avait un manque de courage de nos décideurs de ne pas aller dans quelque chose plus innovant, sachant que ce petit appareil équipe... Il y a plus de smartphones en France que de population maintenant. Il y a 68 millions. 99% de la population est couverte. Les sirènes, ouais, ça me laisse dubitatif. Je suis un peu de son avis au sénateur. allez-y. Oui, alors, en fait, le sujet qu'on aborde depuis maintenant quelques minutes, c'est celui de la prévention. Donc, on parle du curatif souvent parce qu'on est comme ça en France, et c'est une culture, on est une culture curative. On a très peu de culture préventive, pour X raisons. Et voilà. Concrètement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on acculture les gens au fait de la prévention, en tous les cas. Il faut que la prévention devienne le maître mot des actions à conduire de la part et des autorités publiques et aussi des associations. Je pense que le relais possible d'une action municipale, c'est les associations qui l'entourent, puisque les associations entrent là où l'administration ou les autorités auront peut-être du mal à pénétrer. Donc l'idée est juste là, c'est d'acculturer les gens. C'est-à-dire que quand les gens, on leur explique peut-être qu'il y a des risques, mais autour du, je sais pas moi, d'une réunion de copropriétaires ou de voisins, etc., et qu'on leur fait toucher du doigt un peu ce à quoi ils peuvent être confrontés au cas où, déjà ils ont une première idée. Ensuite, peut-être de leur dire, alors qu'est-ce que vous feriez vous? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Et puis peut-être qu'ils auront peut-être du mal, il faudra peut-être les guider. Mais concrètement, effectivement, là où chaque année il pleut 2 fois par an, mais de façon catastrophique, ou que les villages essuient un incendie, 2 incendies, 3 incendies, 3 années de suite, c'est sûr que pour le coup, les gens maintenant font très attention à ça. La problématique se pose moins pour eux peut-être, et encore, que pour les gens qui effectivement, alors là je ne voudrais pas faire une caricature parce que ce serait vraiment dommage, mais on avait vraiment cette habitude jusque maintenant en France d'attendre les pompiers. On attendait le pompier, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas non plus assez de pompiers pour répondre à tout. Donc il faut vraiment qu'on mette, qu'il y ait une politique réelle sur la prévention et la dissémination justement de cette culture préventive. Et aussi bien, on parlait tout à l'heure des gestes qui sauvent, on est exactement dans la même mouvance et le même besoin de faire apparaître cette culture préventive de façon assumée au plus haut niveau, avec des relais qui ne soient pas que les relais de l'État, puisque l'État ne peut plus tout faire, on le sait aujourd'hui, et en s'appuyant réellement avec toutes les forces vives qui sont capables de relayer l'ensemble de ces sujets-là et de tous ces dispositifs. Oui, après, il ne faut pas se leurrer aussi. Il faut aussi inciter aussi quelquefois un petit peu les gens. Si on a fait baisser le nombre de morts de route qu'il y a sur les routes en France, c'est parce qu'on a mis des radars et qu'à un moment donné, on a dit ça suffit et qu'on a un petit peu forcé les choses. Là, c'est à peu près la même chose pour les gestes qui sauvent. Alors, on a fait un peu plus que Strasbourg. On est arrivé à 10 000, mais on a une concentration de personnes qui est un peu plus importante sur la plaque parisienne. Voilà, on l'a fait totalement gratuitement, c'est-à-dire que nos casernes elles sont ouvertes gratuitement. Pour autant, on se rend compte qu'avec le temps, les gens viennent de moins en moins.
Voilà. Et puis, il y a parfois des petits pics. Un attentat aux États-Unis. Vous vous souvenez de ce tireur fou qui a tiré sur la foule, qui était venu pour assister à un concert. Boum, on a eu un pic de personnes qui se sont dit, bah, tiens, ça peut arriver aussi en France, et donc elles reviennent. Et puis, le danger s'éloignant, eh bien, hop, on retombe. Effectivement, les gens sont moins sensibles. Alors, bon, ça va peut-être un petit peu choquer ce que je veux dire, mais sans doute faudrait-il aussi que les gens soient un petit peu forcés à se prendre en main. Moi, sur Paris, ce que je peux constater, c'est des élus qui sont quand même très impliqués et très sensibles à la chose de la prévention, alors que ce soit les gestes qui sauvent ou le reste, hein, quand même des gens qui sont assez sensibles à ça et qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir y arriver. Et puis d'un autre côté, parfois, il faut bien reconnaître que les populations ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors après, dans un parcours citoyen, vous savez, on parle aujourd'hui du service national universel qui va revenir, dont on ne connaît pas tout à fait encore les formes. Mais on peut imaginer, au même titre qu'aujourd'hui, quand vous voulez rentrer, passer votre permis par exemple, vous devez avoir fait votre journée citoyenne à la Défense. Eh bien, on peut imaginer demain que quand vous allez passer votre permis, on vous dit bah, est-ce que vous êtes capable de porter secours? Oui, non, vous avez fait le PSC1 ou quelque chose qui ressemblerait un petit peu plus. Voilà. Et donc, ça permettrait aussi de forcer un petit peu les gens. Il faut parfois susciter un petit peu l'envie. Voilà. Ouais, ça fait quand même 30 ans qu'on fait de la prévention au risque. Hein. Donc peut-être que le citoyen, il n'est pas culturé, il n'est pas intéressé, tout ça, mais c'est peut-être pas la seule cause. On n'a jamais fait d'études sur le taux de pénétration de notre culture de prévention des risques. On doit tous recevoir un DICRIM quand on arrive dans une commune. Quelqu'un a lu le DICRIM de sa commune? Ah, j'en ai deux. Deux, voilà. D'accord. Et ben moi, je suis un peu comme tous les autres. Le mien, je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Parce moi que non plus. Vous non plus? Non. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres quand je suis arrivé dans ma commune. Un PDF de 14 pages en police 6 entre le prospectus de Intermarché et celui de Leclerc. Et il a fini au même endroit. À la poubelle recyclage, parce que je recycle. Tout ça pour dire qu'il y a aussi peut-être des choses à faire sur les modes de communication avec ces gens-là. Je veux prendre pour exemple le DICRIM de la commune de Salès-sur-Sanne qui est à côté de Fézin un petit peu, qui a la grande chance d'avoir 12 sites Céveso sur sa commune. Ils ont fait un DICRIM sur YouTube. Eh ben, ce DICRIM là c'est le seul que je connais. Et mes enfants, mes deux filles, le seul DICRIM qu'elles connaissent, c'est le DICRIM de la commune de Salès-sur-Sanne qui est juste à 300 km de chez nous. Et on a le droit de le faire sur YouTube, il n'y a rien qui l'interdit. On a juste le droit d'être innovant et d'avoir plus de vues qu'ils ont d'habitants. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est quand même... Voilà. Et peut-être qu'il faut changer nos modes de communication sans changer le fond. Moi, j'ai adoré l'initiative de la brigade sur le bon samaritain avec des collaborateurs occasionnels qui, d'un coup, le citoyen est réellement acteur de sa propre sécurité, ce qui devient celui qui va sauver les gens. Voilà. Faisons table rase de tout, changeons les paradigmes, inventons le présent et arrêtons, voilà, DICRIM, etc. Non, ben, ça ne marche plus, on le sait, c'est bon. Allons de l'avant. Alors, j'avais une petite question. Je voudrais revenir une seconde, et notamment avec vous, Chantal Cutajar, sur la taxe GEMAPI, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je rappelle que donc, elle est collectée maintenant par les intercommunalités pour entretenir et restaurer les cours d'eau et les ouvrages de protection contre les crues. Alors, est-ce que ça, c'est un regard novateur ou pas, d'après vous? Tout le monde se tourne vers moi, mais je... c'est au niveau de l'intercommunalité, hein, c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Disons que c'est une idée pour permettre aux... Je dois dire que je n'ai pas d'informations là-dessus. Hein. Ouais, juste pour compléter, un dispositif supplémentaire, on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir vraiment la profondeur et les conséquences que sera. Le côté novateur, c'est qu'ils prennent la notion de bassin de risque et au lieu de se limiter au champ du territoire purement administratif, on prend tout le bassin, le bas versant, etc. et on essaie d'avoir un raisonnement un peu plus global au point de vue hydrologique. Ça amène quand même quelque chose de novateur avec les moyens surtout financiers qui vont avec. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que faire une taxe supplémentaire, est-ce que c'est vraiment ça ça, c'est pas la GEMAPI. Tout le monde retient l'histoire de la taxe parce que ça fait un impôt de plus à une époque où tout le monde dit qu'il n'y aura pas d'impôt nouveau. Là, c'est pas un impôt, c'est une taxe. Donc, ok, ceux qui ont dit qu'il n'y aura pas d'impôt nouveau sont bien conservés. Mais l'idée de la GEMAPI, c'est ce que vous venez de dire. C'est enfin de faire prendre par une collectivité
le problème de son risque propre sans s'occuper du risque propre d'à côté, etc., quoi, voilà. Et donc c'est de la décentralisation intelligente. Alors ensuite, comme à la loi de 2004, où on a dit c'est le maire qui devient le chef d'orchestre de la sauvegarde des populations et qu'on lui a pas donné des moyens supplémentaires, là, on a donné à l'intercommunalité une mission complémentaire et on lui a donné une taxe pour le prendre. Sachant qu'on aurait pu faire autre chose, c'est de dire que toutes les mairies qui avaient cette responsabilité-là avant, ne l'ayant plus, pourraient verser l'argent à l'intercommunalité. Bon, c'est pas le choix qui a été fait, donc il y a une taxe supplémentaire. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans la GEMAPI, c'est la GEMAPI. Et tout à l'heure, vous parliez de prévention locale. Je vais citer la ville de Sommières, qui a été inondée, c'était en 2002, puis en 2003. Sommières, c'était une ville gallo-romaine. Le pont romain de Sommières, il faisait 21 arches. Le jour, en 2003, il ne faisait plus que 6 arches. Parce que sous les arches inutiles du lit majeur, on avait mis des magasins, puisque c'est une ville touristique. Mais je ne sais plus comment il s'appelle, la rivière, quand elle est arrivée en crue, elle a dit « mais dégage de là, c'est mon lit à moi ». Et elle a repris sa place. Voilà. Quand on voit le pont de Vaison-la-Romaine, vous avez les deux routes en bas et ces Romains, ils sont fous, a dit Obélix, ces Romains, ils ont fait le pont en haut. Pourquoi ils ont fait le pont en haut? Parce que l'eau montait jusqu'en haut. La preuve, c'est que quand il y a eu la catastrophe de Vaison-la-Romaine, le parapet du pont est parti. Quand vous voyez le petit ruisseau et que vous voyez le pont en haut, vous dites ces Romains, ils étaient fous. Non, ils n'étaient pas fous, ils étaient sages. Et à Sommières, le maire a dit, bon, première chose, à l'époque gallo-romaine, toutes les maisons étaient sur arches. Maintenant, sous les arches, il y a des magasins partout. Supprimez-moi tous les magasins. Et il a supprimé tous les magasins. Maintenant, c'est une ville vachement sympa. Vous baladez en été, vous êtes sous des arches, il fait bon, c'est sympathique. Deuxièmement, il a dit, sous les gallo-romains, il n'y avait pas d'électricité. Donc l'eau, elle pouvait monter dans les étages. Et vous verrez, si vous allez à Sommières, les maisons sont en hauteur. Et donc, les gens, ils vivaient au 3e étage quand il y avait des inondations. Maintenant, qu'est-ce qu'on met au 3e étage? On y met les chambres, les trucs comme ça. Eh ben non, on a inversé maintenant. Maintenant, on a mis les machines à laver, tout ça, dans les sous-sols, dans les endroits inondés. Donc le maire a dit, vous me mettez les machines à laver au grenier. Il n'y a que les seuls qui ont gueulé, c'est les livreurs de chez Darty. Bon, qui lèvent la machine jusqu'en haut. Mais il a obtenu de l'ERDF de livrer l'électricité par le haut de la maison et puis par le bas. Si bien que les compteurs sont au grenier et que les gens déconnectent en fonction de la montée de l'eau. Donc ils continuent à vivre dans leur maison, mais des fois ils sortent en barque à partir du 2e étage. Voilà, ça c'est de la prévention, c'est de l'adaptabilité au truc. Dans le temps, on savait vivre comme ça. Et c'est du bon sens. C'est du bon sens. Ben justement, en parlant de bon sens, je voudrais revenir sur ce pauvre homme qui est mort il y a, au moment des inondations à Biot-Valory, je ne sais plus dans laquelle c'était. Il a voulu aller déplacer sa voiture en pleine crue et il est mort dans son garage noyé. Donc on peut effectivement fustiger les maires qui ne sont pas assez préparés, mais on en tient quand même une bonne couche, nous autres populations, parce qu'il y a un moment un bon sens qui se fait. Quand dehors le garage monte, on ne va pas déplacer sa voiture. Alors, je sais que c'est une question très vague et à laquelle il est difficile de répondre, mais je vous la pose quand même. Comment est-ce qu'on peut aller chercher ces gens-là et leur expliquer qu'il faut qu'ils aient du bon sens et voilà, ce pauvre homme, malheureusement, il a fait preuve d'une inconsidération totale. Mais ils sont beaucoup, malheureusement, à être dans ce cas-là. Alors, comment vous faites, vous, chacun, pour leur parler? Quels mots vous utilisez? Quel vocabulaire vous avez et comment vous les touchez? On m'a posé la question, je suis allé faire une conférence de ce côté-là, juste après les inondations. On m'a posé exactement la même question. Je vais vous donner la réponse. S'il vous plaît. Si ça avait été votre belle-mère, y seriez-vous allé? C'est terrible. Bon, je m'attendais à une réponse sérieuse, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a une réponse sérieuse à me formuler? Je compléterai, étant du sud de la France, comme certains ont pu l'entendre à l'accent de ma voix. Il y a une étude qui a été faite sur les inondations acinétiques rapides, qu'on appelle les flash floods. 82% des gens qui décèdent sur les inondations habitent le bassin versant. Ils sont acculturés. C'est ça qui est aberrant.
Ils sont acculturés au risque, ils ont la connaissance. Enfin, acculturés, c'est non, c'est un mauvais terme. Ils connaissent la présence du risque. La dernière qui est morte dans le Gard, une mère de famille avec sa petite fille dans la voiture, habitait les rives du fleuve, enfin, de la rivière. Donc exactement, comment arriver à rentrer dans leur tête, dans leur raisonnement? Ce sont des pères et des mères de famille, c'est des gens responsables. Et comment arriver à dire non, ça monte, tu dépasses les limites, ou ça inonde à Villeneuve-Loubet, va pas chercher ta voiture dans le sous-sol, même si c'est le bien ultime pour toi, parce que tu vas mettre ta vie en danger. Oui, c'est tout l'enjeu de demain, mais c'est juste la preuve que ce qu'on a fait avant, on n'a pas été bon. Parce que, un peu comme du marketing, c'est le client final, c'est le citoyen. À nous d'utiliser les bons canaux et d'avoir le petit clic pour qu'il y ait cette prise de conscience. Pour l'instant, on signe 20 morts tous les ans. Au passage, j'ai habité Villeneuve-Loubet pendant 18 ans, donc je connais parfaitement le village, la ville. Alors Chantal Cutler, j'aimerais justement, vous qui êtes en contact avec ces gens-là, et vous avez ce devoir aussi de leur parler, de leur expliquer, de leur dire ne faites pas les imbéciles et ayez un comportement intelligent. Alors comment vous leur parlez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Moi, je crois qu'il faut vraiment mettre en place une politique globale de gestion des risques. Et dans cette politique globale de gestion des risques, il y a l'identification, la cartographie des risques, tout ce qu'on a dit. Et puis, il y a ce volet informationnel. Il y a, j'entendais parler tout à l'heure du D-Crime sur YouTube. Ça me donne une excellente idée. Enfin, je crois qu'on va le faire parce que je pense qu'il faut changer de monde. C'est assez facile à faire en plus. Mais bien sûr, absolument. Il faut simplement avoir l'idée, quoi. Et on change de monde. Personne ne va lire en plus. Ce que je dis à mon voisin, c'est beaucoup moins cher que d'imprimer 14 pages et de mettre dans les boîtes aux lettres. Pardon ? Ça sauve des arbres. Ah oui, en plus c'est écologique, absolument. Ça c'est un argument qui est très très bon pour la municipalité, effectivement. Et je crois qu'il faudrait quand même une impulsion de l'État et un travail encore une fois de coélaboration entre l'État et les collectivités pour dire voilà, maintenant on met en place une véritable politique de gestion du risque dans toute sa globalité et s'y atteler. Voilà, je pense que ça c'est important. Mais on n'arrivera jamais à éviter que des hommes ou des femmes aient des comportements qui sont sans doute dictés par le fait que s'il n'a pas la voiture demain pour emmener son enfant à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, après, après, il y a peut-être aussi une nouvelle solution, c'est de faire des mini-films sur YouTube dénonçant ce type de comportement, par exemple, de 3 minutes. Sur quoi ils communiquent, où ils prennent l'information, on doit être là. S'ils sont sur YouTube, on doit être là. S'ils sont sur Facebook, on doit être là. Et on doit. Les gendarmes sont très très forts, ont une stratégie de communication très très forte. Ils sont sur Facebook. C'est pas très facile d'aimer la page d'une service de gendarmerie, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tous les matins pendant des longs mois la présence des radars mobiles. Du coup, ils ont capté toute une communauté pour savoir où était le radar le matin. Et entre 2 radars mobiles, ils ont mis un message de prévention. Mettez votre ceinture, c'est Sam qui conduit. C'est super malin, c'est super malin. Je vais aguicher les gens pour les faire venir à moi sur mon canal de communication. Et à peu près, après, entre 2 gâteaux, 2 trucs un peu alléchants, je passe un message. C'est peut-être des choses qu'il faut inventer, il faut réinventer le présent. Vous voulez dire quelque chose? Non, voilà une alternative intéressante, effectivement. Donc, au-delà du message de prévention qu'on essaye de faire passer, quel que soit le canal d'ailleurs, on n'arrivera jamais. Enfin, il faut bien comprendre qu'on a des gens qui ont parfois des comportements irrationnels. Alors, soit dans des situations de danger, c'est ce que vous évoquiez, quelqu'un qui est pris par effectivement une montée soudaine des eaux, des choses comme ça. Le comportement irrationnel, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Nous, dans un parc de stationnement couvert qui présente un incendie, vous avez des gens qui se précipitent dans le parc de stationnement, malgré la fumée et les gaz chauds, pour pouvoir sortir leur voiture. Voilà, parce que effectivement, le lendemain, il a besoin de sa voiture pour aller travailler, ou bien c'est un bien qui vaut cher et donc la personne ne souhaite la récupérer, etc. Et donc capable de mettre sa vie en danger pour sauver sa voiture. Bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup? On voit bien qu'on a un comportement qui est assez irrationnel. Voilà. Donc malgré tous les messages de prévention, il faut bien, pour répondre à votre question, ça va être quand même difficile de pouvoir répondre en totalité à tout ce type de comportement, quoi. Général Vernou. Une anecdote vécue, épisode méditerranéen équivalent aux épisodes Cévenol. Donc le maire avait bien préparé en cas que les enfants soient confinés dans l'école municipale. Et il avait bien donné les consignes à la maîtresse.
Premier épisode arrive, le maire se précipite à l'école pour voir si la maîtresse n'avait pas de difficultés. Les enfants étaient bien en pièce de confinement à l'étage. Et à ce moment-là, dans la cour, arrive une voiture et une dame sort de la voiture pour se précipiter dans l'école. Donc le maire lui ouvre la porte et lui dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ?» Et elle lui répond « Je viens chercher mon enfant. » Et il dit « Madame, vous vous êtes mis en danger alors que votre enfant, lui, est en sécurité. » Et à ce moment-là, deuxième épisode méditerranéen, la voiture se prend pour un bateau et part vers le port du village. Et la dame crie « Mon bébé !» Parce que pour ne pas laisser son bébé en danger dans sa maison qui était hors zone inondable, elle avait emmené son bébé en zone inondable dans l'école. Voilà. Donc, appel des pompiers. Heureusement, le maire était là. Donc, les pompiers sont intervenus. Ils ont sauvé le gamin. La bagnole est partie. Bon, c'est pas trop grave. Et le maire me dit, qu'est-ce qu'ils sont cons? Et je lui ai dit, monsieur le maire, votre DICRIM, il dit quoi? Il me dit, oh, ça, c'est de la connerie, le DICRIM. Voilà. Donc, si on n'informe pas la population, elle restera à être au niveau que le maire pensait qu'elle méritait d'être traitée. Je ne pense pas tout à fait. Mais voilà, il faut leur dire la chose. Et je suis allé l'autre jour à Anglette, donc la côte atlantique, et ils m'ont montré un PPMS. Leur PPMS, le plan qui est obligatoire dans toutes les écoles. Alors là, je tire un chapeau à l'éducation nationale, moi qui suis un vieux de 68 arts et qui ai donc lancé des pavés contre ces profs absolument insupportables. J'admire parce que 99% des PPMS sont réalisés en France. J'aimerais bien que 99% des PCS soient réalisés. Hein. On est à 56% actuellement. Et donc, ils me montrent leur PPMS. Il était très court et il se terminait par cette phrase magnifique. Papa, maman, c'était pas messieurs, mesdames, le maire vous parle. C'était papa, maman, ne viens pas me chercher, je suis en sécurité à l'école. Par pitié, ne te mets pas en danger, j'ai besoin de toi. Donc on a inversé le discours pour le rendre plus émotionnel, disait. Voilà un canal passé par l'émotion de l'enfant vers les parents, qui est beaucoup plus, à mon avis, chargé d'émotions et d'intérêt, que de passer du maire au futur électeur et surtout pourvoyeur de taxes et d'impôts. Ne te mets pas en danger parce que j'aurais pu assez de fric pour faire mon rond-point l'année prochaine. Donc là, ça ne marche plus, quoi. Je veux dire, je vous rejoins un peu de façon verte. Hein. Je suis désolé, Madame l'adjointe au maire. J'adore les élus. J'ai jamais été élu parce que la municipalité ne veut pas m'élire. Voilà. Non, je plaisante, mais vous voyez, passer par l'enfant, passer par le canal. Moi, je milite pour que les municipalités fassent des DICRIM jeunes. C'est pas un DICRIM pour les jeunes comprennent ce qu'on leur dit, mais c'est un DICRIM écrit par le jeune pour éduquer les parents. Là, on est dans cette notion-là. Chantal Cutajar, vous vouliez réagir particulièrement? Non. Non. Bon, Gilles Martin, non plus. Ouais, très court, j'ai déjà beaucoup parlé. Le PPMS, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai une carrière de 25 ans de gestion de crise et j'étais confronté à ça à chaque fois qu'on déclenchait un PPMS, les parents qui allaient, ces idiots de parents qui allaient récupérer leurs enfants à l'école. Depuis, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Moi, je fais un plaisir de travailler avec des étudiants en psychosociaux qui ne sont pas du tout représentés dans la sphère de la gestion des risques, hein, qui est le temple des sciences dures, des gens, des ingés. Et eux qui ont un regard complètement différent, qui me disent, mais tu demandes à des parents de ne pas venir récupérer la chair de leur chair quand ils sont confrontés au risque ultime. Mais ils ne sont plus dans une notion de raisonnement, ils sont en réaction animale. Et tu te poses la question pourquoi ils viennent. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment on a pu, je me mets dedans, hein, on a pu écrire des consignes disant « restez chez vous, on s'en occupe ». Et quand on travaille avec eux, qui me disent bah, « soyez force de proposition », il dit bah, « il faudrait peut-être mieux les faire venir et les garder en sécurité dans l'école et qui donnent un coup de main aux profs ». Bon, c'est du yaka faucon, hein, ça a l'air facile. Mais c'est vrai que ce nouveau regard un peu neuf, sociaux, sciences molles, dans toute cette notion de gestion des risques, ça amène un peu de fraîcheur et ça peut expliquer les comportements des gens qui vont à Villeneuve-Loubet chercher leur voiture parce qu'ils ont mis 10 ans pour se payer un crédit, que la voiture c'est l'objet ultime et que pour eux, par rapport à l'échelle de risque, bah c'est une priorité une. Donc c'est intéressant comme lecture.
Là, pour le coup, j'ai envie d'intervenir. Je crois que vous avez fondamentalement raison. Il a été démontré que se doter de plans, il faut le faire parce que c'est obligatoire, mais que, in fine, les choses ne se passent jamais comme on les a prévues. Et je crois que si on élaborait les plans en intégrant davantage ces aspects-là, peut-être qu'on réduirait le gap qu'il y a entre le plan et entre ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai proposé au maire, et nous l'avons fait, de nous former à la gestion de crise. C'est-à-dire, demain, il arrive... et là, on voit à quel point les prises de décision, enfin, toute l'équipe avait été vraiment mise en difficulté parce qu'il arrive à un moment où c'est plus rationnel et il faut s'habituer, se former à ça. Et je crois que finalement, il faudrait intégrer ce que vous dites, ces sciences-là, pour qu'on arrête d'avoir des plans. Ils sont bien, ils sont là, ils sont sur les étagères, mais jamais, jamais, ça correspond à ce qui va se passer réellement. Et sur le plan pédagogique, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on apprend dans les écoles aux enfants à faire du tri sélectif. Et que les enfants deviennent prescripteurs. C'est-à-dire quand ils rentrent à la maison, ils sont capables de vous dire où va tel ou tel emballage, boîte, etc., etc. Donc ça veut dire que pour ces sujets-là, avec des programmes évidemment adaptés, souvent sous forme ludique, etc., ils seront aussi capables de donner des consignes ou de rappeler des choses aux parents. L'idée, c'est réellement d'intéresser l'ensemble des acteurs, et c'est toujours le même propos, c'est-à-dire de dire ne partons pas du fait qu'effectivement, il y a les exemples que donne le général sont réels, mais évidemment, ça ne touche qu'une partie de la population. Je pense qu'il ne faut pas partir du postulat que le citoyen reste la personne qu'il va falloir éduquer parce qu'elle n'est pas capable d'eux. Je pense que les gens sont capables d'eux. Il ne faut pas partir du fait qu'ils soient ni suspects ni de quoi que ce soit. Et l'idée est vraiment d'associer, et là je vous rejoins complètement, c'est d'associer les gens en tant que partie prenante dans la réaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, puisqu'on est sur une organisation très centralisée, avec des strates où chacun a des périmètres qui sont plus ou moins définis, en tous les cas dans la crise, qui disparaissent. Parce que les périmètres qui sont définis sur les plans, et c'est exactement ce que vous dites, le plan, à un moment, il explose toujours. Hein, dans les premières heures de la crise, souvent, il y a le plan, mais personne ne l'a relu depuis longtemps, et puis on dit oui, mais il a été prévu ça, et puis en fait, compte tenu du contexte, on ne va pas forcément l'appliquer parce que c'est plus applicable. Donc, l'idée réellement, c'est de compter sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les citoyens, avec l'ensemble des acteurs et comment on peut mettre les choses au point, mais sans penser qu'il faut que ce soit uniquement descendant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus ça. Les réseaux sociaux le prouvent. Enfin, il y a des tas d'éléments qui nous amènent dans le fait que l'information descendante n'a plus vocation à perdurer aujourd'hui. Par contre, l'information, en tous les cas, la culture collaborative sur des tas de sujets, y compris et d'ailleurs sur ces sujets de crise, sont sûrement la technique ou la politique à développer le plus. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on conclue cette conférence? Oui. Alors, une petite suggestion, parce que j'adore l'initiative de Strasbourg. Mais il n'y a pas de hasard aussi, parce que vous êtes la fille du président fondateur Franck Liénard, que vous devez connaître, Claude Liénard, qui est président fondateur de France Victime tout de même. Vous avez une application qui est extraordinaire, et je vais vous proposer une critique constructive. Vous avez un truc qui marche très bien, ça s'appelle StrasMap. StrasMap, c'est le big data qui est fait par le délégataire de service public. Rajoutez un icône, c'est l'application Aidez-moi de France Victime. Et faites financer ça avec 1 centime par billet. Et vous avez votre modèle économique. 1 centime par billet, et vous mettez ça dans la délégation de service public. Et vous aurez le modèle le plus beau de France. Vous êtes déjà pas loin. D'accord. Bon, on en parle tout à l'heure. Avec grand plaisir, voilà. Non, mais c'est génial, continuez. Voilà, je voulais juste dire continuez, parce que ça, il faudrait retrouver ça sur toutes les métropoles. Et c'est les métropoles, mais ça ne fonctionne que parce qu'à un moment ou l'autre, il y a une volonté politique. Et la volonté politique fait qu'il y a une mise en scène des techniciens, que vous mettez en scène les associations, et qu'ensuite, après... Mais par contre, pensez aussi à préparer les choses. À un moment ou l'autre, quand il n'y a rien qui marchera, c'est des gens comme le général qui interviendront. Enfin, il y a une mise en scène à faire. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est là quand ça ne marche pas, mais il est là pour assister quand ça ne marche pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, questions ou interventions? Non? Oui. Ah.
Bonjour, Jérémy, je suis de la ville du Havre. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Une ville avec beaucoup de risques. Je voulais savoir, au niveau des formations de la population, il y a les gestes qui sauvent, mais est-ce qu'on pourrait attirer la population sur tout ce qui est, comment dire, faire des stocks alimentaires chez soi, tout ce qui est formation au self-défense, parce que quand on voit à Saint-Martin, la gendarmerie dire défendez-vous comme vous pouvez. Est-ce que si on approche d'autres solutions comme préparer des plans pour des sacs d'évacuation individuels pour pouvoir dire à la population de se déplacer, mais essayer de trouver plein de petites formations gratuites, bien sûr, pour la population, avec des associations. Moi, j'ai une association High Civil Risk. En fait, on fait des tarifs vraiment light pour pouvoir aider la population à les attirer à leur proposer d'autres choses que des gestes qui sauvent et leur apporter des nouvelles, comment dire, leur montrer que voilà, il n'y a pas que l'État qui est là pour vous aider en fait. Voilà. Parce que... Je vous répondrai que l'État n'est plus là pour vous aider. Hein, déjà, comme ça, vous ne serez pas déçus le jour où vous n'aurez pas d'aide. Non, mais est-ce que vous avez rempli votre plan familial de mise en sûreté? Moi, je l'ai téléchargé sur le site du gouvernement. J'ai fait tous mes papiers documents en double stockés. Levez-vous, vous êtes le seul Français à l'avoir fait. Non, je pense pas, parce que j'initie des amis aussi. On est deux. Voilà, j'ai fait des sacs d'évacuation. Mon véhicule a toujours la moitié du plan. Mais voilà, parce que je connais les risques sur ma ville surtout. Je vais vous dire, le plus difficile poste qui existe aujourd'hui, c'est celui d'élu et de maire. Parce qu'on leur a dit la pire des choses, comme j'en ai dit tout à l'heure, dessus. Et c'est à eux aussi qu'il leur revient d'éduquer. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, la population, elle est prête à. Mais encore faut-il lui changer un peu son comportement. La voiture n'est pas l'objet essentiel. Quand j'ai répondu tout à l'heure que la belle-mère était peut-être plus importante que la voiture, voilà. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des parents, je ne dis pas que c'est des mauvais parents, qui oublient des enfants sur les aires d'autoroute. Vous n'allez pas me dire que ces parents-là n'aiment pas leurs enfants. Peut-être un, mais pas autant chaque année. Donc il y a un problème. Et ce problème, c'est qu'on vit toujours dans l'anxiété. Donc ce qu'il faut, c'est ramener un peu les choses à leur douce chose. Et d'avoir un stock d'eau, ce n'est pas anxiogène. Mais si vous partez du principe comme élu que de dire aux gens qui vivent en danger permanent, moi depuis que j'ai la conscience de mes 3 ou 4 ans, je sais que j'ai un danger, ça s'appelle la mort. Toutes les secondes, je me dis que demain, je vais peut-être mourir. Donc il faut que je sois prêt pour que mes enfants puissent continuer à vivre alors que j'ai disparu. C'est pas anxiogène. Ça m'a pas empêché de sauter en parachute, d'aller faire des conneries dans des théâtres d'opérations extérieures et tout ça. Mais chaque fois que je partais en théâtre d'opération, j'embrassais ma femme en espérant que ça ne soit pas la dernière fois. Et j'embrassais mes enfants. La mort est une chose naturelle qui nous arrivera à tous. Hein. Il y en a un qui n'est pas convaincu. Il faut qu'il lise les livres d'histoire et de sciences naturelles. Voilà. Le fait de vivre en danger, c'est le propre de l'humain. Donc voilà, disons aux Français et à tout le monde entier, vous vivez en danger. Donc maintenant, préparez-vous à mourir, préparez-vous à être blessé, préparez-vous à perdre un être cher, etc., etc. Et vous verrez que le comportement sera plus résilient. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à apporter? Juste un complément, parce qu'on a monitoré Irma. Un compliment aussi, si vous voulez, après. Qui sera un complément. Parce qu'on a monitoré le cyclone Irma à Saint-Martin, etc. La gendarmerie n'a jamais dit de défendez-vous vous-même. Hein. C'est un gros fake. Hein. Il n'y a pas eu 1000 morts à Saint-Martin. Non. C'est un gros fake. Les consignes gouvernementales sont claires en cas d'attentat, par exemple. C'est s'échapper, se cacher, alerter. Les Américains ont rajouté une 4e consigne, qui est le fight. Pas en France. Hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est préconisé. Donc avant de partir dans des consignes self-défense, tout ça, armez-vous, etc. Enfin, il y a un gap. Enfin, ce n'est pas le standard actuel encore. Voilà, ça valait le coup d'être dit. On a une autre question ou réaction ici.
Oui, bonjour. Je suis maire adjoint à Honfleur, donc pas loin du Havre. Je voulais simplement porter témoignage au niveau du DICRIM, parce que vous avez posé la question de savoir combien de personnes dans la salle ici présente l'avaient lu, et apparemment nous étions 2. Pour ma part, comme j'ai participé à la rédaction, il ne restait plus qu'une personne. Je voudrais simplement dire qu'on l'a mis en ligne sur le site de la ville et que tout le monde peut aller le télécharger, aussi bien le DICRIM que le plan communal de sauvegarde, plus d'autres informations comme l'ORMS, qui est au niveau de la baie de Seine. Voilà. Alors, j'ai bien entendu sur YouTube, je vais y regarder, peut-être qu'on va peut-être faire quelque chose de ce côté-là. Merci. Et là, Gilles, avec votre idée, vous avez convaincu tout le monde. C'est pas la mienne, c'est la mairie de Salès-sur-Sanne, en Isère. Oh là là, moi je suis... Oui, mais heureusement que vous étiez là pour nous en parler aujourd'hui. Sinon, on serait passé à côté. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui, c'est pas une question, c'est juste un complément du coup, monsieur qui porte la casquette. Vous demandiez par rapport à une initiation pour préparer un sac. Il y a la Croix-Rouge française qui propose des initiations à la réduction des risques. C'est intégré au PSC1. Et puis peut-être que ça peut être proposé séparément. C'est une formation d'1h30 pour apprendre aux citoyens à faire un sac à dos personnalisé avec certains éléments, boîte de conserve. Enfin, je vais pas tout faire. Je vais pas pouvoir condenser ça en 5 minutes, mais radio qui se remonte manuellement, etc., pour permettre aux citoyens d'être en pleine autonomie. Alors, je n'ai pas assisté au début de la conférence, donc le terme à faire, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, ce qui est proposé aux citoyens, c'est de préserver leurs pièces d'identité, diplôme, et puis tout ce qui est assurance sur une clé USB. Ça peut toujours sauver en cas de problème majeur. Bien, eh bien, écoutez, on va conclure puisqu'il y a une conférence qui commence dans 5 minutes que j'ai le plaisir d'animer également sur les drones. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par l'utilisation des drones dans le secours, surtout restez bien avec nous, on commence à aller dans 5-6 minutes. Et on va quand même applaudir et remercier nos invités du jour qui sont venus parfois de très loin, bravant la neige et les transports. Voilà, merci beaucoup à tous.